Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. Dans un monde où tout nous semble facile, fluide, où tout est à portée de téléphone, ses courses, sa nourriture, son taxi, il m'a semblé vraiment essentiel de parler de détermination. Et donc j'ai décidé de recevoir une bonne amie à moi qui s'appelle Dorothée Gilbert, qui est danseuse étoile et qui s'approche de la fin de sa carrière. Ce que je vous invite à faire, c'est de rentrer dans une conversation intime où avec Dorothée, on va parler évidemment de tous les moments de sa vie où elle a dû travailler de manière acharnée pour réussir à développer son rêve et puis à l'atteindre, tout simplement. On va parler de sa force intérieure, on va parler des sacrifices, on va parler des doutes. On va parler aussi de la manière dont elle a géré sa famille, dont elle gère sa famille, sa fille en particulier. Vous allez voir, c'est une conversation qui est extrêmement touchante, évidemment, parce qu'on se connaît très bien. Donc on va vous laisser rentrer, entre guillemets, dans cette intimité. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Dorothée. Salut. Comment tu vas ? Bah bien. Bon, ça va être un épisode, ça va être rigolo parce on se connaît très bien depuis pas mal de temps. On va parler de la détermination parce que je trouve que c'est un sujet qui est essentiel et dont les gens parfois se posent pas mal de questions. Je me demandais peut-être d'abord comment toi tu décrirais ton parcours, ta carrière à travers ce sujet de la détermination. Parce que c'est, enfin, moi, quand je te vois et pour bien te connaître, je sais à quel point c'est central. Bah, c'est-à-dire que c'est surtout un chemin. C'est-à-dire que quand j'étais élève et que j'étais encore en apprentissage, j'avais qu'un but, c'était de devenir danseuse étoile. Donc c'est comme si j'étais dans un train qui roulait à grande vitesse jusqu'à mon but. Je me donne évidemment les moyens pour y arriver. Mais j'ai jamais cessé de vouloir être danseuse étoile. Et j'ai jamais douté que je puisse pas y arriver, bizarrement. Alors que j'ai eu pas mal d'échecs. Je me suis présentée une première fois à l'école de danse à l'âge de 11 ans, j'ai pas été prise. Donc je me suis mise à travailler beaucoup plus, à avoir des conseils de professeurs qui avaient leurs élèves qui étaient pris. Et qui donc m'ont donné toute une liste de choses à travailler. Et je suis retournée au conservatoire de Toulouse parce que je viens de Toulouse. Et j'ai travaillé tous les points énormément. Je faisais le cursus des horaires aménagés, des externes, plus des cours particuliers. Et à 12 ans, quand je me suis représentée à l'école de danse, j'ai été prise. Et donc j'ai eu l'impression que j'avais compris ce qu'il fallait faire pour y arriver. C'est-à-dire que pour moi, il fallait que je travaille. Donc tu gères l'échec, la manière pour toi de gérer l'échec, c'est de travailler, c'est ça ? Ah bah oui, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que même quand j'étais après dans la compagnie et qu'il y avait les concours de promotion pour monter de grade et que je montais pas, et ben le lendemain à 10h, j'étais au cours en col en rose, en train de bosser comme une malade. Et dans ma tête, je me disais... Ah, vous n'avez pas voulu de moi cette année, eh ben, je vais vous prouver que vous avez eu tort. Waouh. Ah ouais, donc la détermination, elle sort de là. Et tu dirais que tes parents, ils ont eu quel rôle dans cette détermination ? Bah, ils m'ont accompagnée tout au long du processus. Ils m'ont toujours dit que le travail paye, que si on veut y arriver, il faut travailler, qu'il n'y a pas de secret, qu'on a beau être doué, il y a quand même malgré tout une énorme part de travail. Et que eux, ils m'ont toujours poussée à faire les choses, mais toujours au maximum. C'est-à-dire, si je voulais être danseuse, ok, mais à l'opéra. Alors, ils ne me demandaient pas de danseuse étoile quand même, mais ils voulaient que je sois danseuse à l'opéra et pas ailleurs, quoi. D'accord, et à l'opéra de Paris. Ouais, à l'opéra de Paris. Ah bah oui, l'opéra de Paris, évidemment. Il y a des zones d'opéra. Hein. Oui, c'est vrai. À l'opéra de Paris, parce que c'était une des meilleures compagnies du monde et qu'il y a des conditions de travail qui sont aussi très rassurantes pour des parents, j'imagine. J'imagine. Donc, et j'aurais choisi autre chose, ils m'auraient dit ok, mais si tu veux, je sais pas, faire un travail manuel, tu fais le compagnonnage, quoi. Ouais. Par exemple. Enfin, ça aurait été ce genre-là. Ouais. Et donc, si tu devais donner un conseil à une petite fille qui veut être danseuse et qui doute, tu lui dirais travail. Travail. Ah oui, mais travail. Moi, je dirais que pour y arriver, il y a 20% de dons et 80% de travail.
En fait, c'est marrant, il y a un bouquin qui est sorti l'année dernière qui s'appelle « Le talent est une fiction », où c'est exactement ce que l'auteur qui s'appelle Sama Karaki explique. C'est-à-dire qu'en fait, le talent n'existe pas. C'est uniquement du travail et c'est aussi une naissance. Tu vois, elle explique à quel point Mozart, il est né avec un père qui était compositeur. De la même manière, Serena Williams. Enfin, tous les exemples où on peut avoir des gens où on se dit « Waouh, quel talent !» Mais en fait, c'est surtout un énorme boulot, finalement. Oui. Alors moi, je viens pas d'une famille du tout de danseurs, mais j'ai appris sur le tard, après ce premier échec à l'école de danse. Non, sur le tard. À 6 ans. Non, j'avais 11 ans. 11 ans, c'est presque tard déjà. Non, mais je veux dire que il y avait vraiment... qu'il fallait vraiment que je travaille très sérieusement si je voulais y arriver, que ça allait pas être le hasard, quoi. En plus, parce que j'étais pas non plus hyper douée, mais finalement, ça a quand même été plutôt bien. C'est-à-dire que je pense que c'est pas facile d'être très doué. Dans le sens où quand on est très doué, on passe son enfance et son adolescence à s'asseoir sur ses facilités et à y arriver quand même. Et puis après, il y a le moment où les facilités suffisent plus et il faut commencer à travailler. Sauf que ceux qui n'ont pas travaillé dès le début, il y en a très peu qui arrivent à convertir ça dans du vrai travail et à continuer à progresser. Et finalement, moi, je l'ai compris très tôt, donc ça m'a aidé même par la suite. Qu'est-ce que tu entends par j'étais pas très doué? Parce que ça va pas de soi, quoi. Alors, sinon, j'avais pas de grosses qualités physiques. C'est-à-dire, on va dire, mes qualités, c'était la coordination. J'avais un bon saut, une très bonne technique. Donc, j'arrivais à faire tous les pas. Mes défauts, c'était la propreté, c'est-à-dire la beauté du geste. Donc, on va pouvoir le voir à travers l'en-dehors, le coup de pied, la souplesse. Ça, c'était mes 3 points terribles. À l'école de danse, j'avais 2 sur 10 en pointe, en souplesse et en placement. Donc voilà, Donc ça veut bien dire... Ce sont des complexes qui sont restés tout le temps. Hein. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, j'y pense. Et je fais encore du yoga aujourd'hui avant mes cours pour essayer d'être plus souple. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée tout au long de ma carrière. Mais... J'ai réussi à faire en sorte que mes défauts ne se voient plus et qu'il y ait plus que les qualités qui ressortent. Voilà, on va dire ça comme ça. Et mon premier professeur à l'école de danse a dit à mes parents, votre fille aurait pu être danseuse, mais il y a 100 ans. Oh. Non, en fait, c'est drôle. On peut le comparer aux sportifs de haut niveau. Quand on regarde des vidéos de sportifs qui courent le 100 mètres ou qui sautent en hauteur il y a 100 ans, et maintenant, on voit que le geste, il est beaucoup plus... cochon presque, enfin il est un peu sale, il est pas pur, il est pas... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois, mais je suis... dans la danse, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, je dansais comme... c'est pour ça qu'elle avait raison dans un sens, cette prof. Je dansais un peu sale, pas très pur, pas très beau. Voilà. Donc il a fallu polir tout ça, travailler la pierre brute. Tu te considères pas comme une athlète de haut niveau? Tu dirais pas ça? Alors oui et non. Oui, dans le sens où on fait beaucoup de sport toute la journée. Enfin, on fait de la danse toute la journée, donc pendant des heures, que notre corps est mis à rude épreuve. Et non, dans le sens où les performances seules ne sont pas les plus importantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas calculer notre hauteur de saut ou notre nombre de pirouettes, mais le côté artistique, ce qu'on va transmettre au public, l'histoire, l'interprétation d'un personnage. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte et c'est ce qui fait la différence avec les sportifs de haut niveau où seule la performance compte. Tu remercierais aujourd'hui les gens qui t'ont refusé ou t'ont dit c'est pas assez bien ou tu n'y arriveras jamais ou... Bah oui, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. C'est pas grâce à ceux qui te disent que c'est très bien que tu progresses. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que, bon, évidemment, ça fait plaisir quand on me dit que c'est très bien après un spectacle maintenant. Mais quand j'étais jeune et plus jeune, ce qui comptait, c'était vraiment... c'était les critiques qui allaient me faire avancer. Après, il faut savoir les prendre. C'est-à-dire que, évidemment, ça peut être un peu dur, ça peut nous rendre un peu triste parfois sur le moment, mais après, il faut savoir s'en servir et le récupérer pour en faire quelque chose de positif pour soi. C'est qui les autres personnes qui ont joué dans ton parcours au fur et à mesure? Tes parents, forcément, parce qu'ils t'ont suivi. Mes parents, oui, vraiment. Voilà. Mes parents à la base, et puis parce qu'ils ont cru en moi malgré tout, personne ne croyait en moi. Hein. C'est-à-dire les professeurs, quand je suis rentrée, quand j'ai enfin décroché la place à l'école de danse de l'Opéra, je faisais des stages l'été et les professeurs disaient à mes parents, mais vous savez, le tout, c'est pas tellement d'y rentrer, il faut y rester maintenant. Oh. Parce que
Parce que tous les ans, il y a des examens. Donc, bon, il y a quand même peu de gens, je pense, qui croyaient en moi, mais eux, oui, ils y ont cru. Et surtout, ils y connaissaient absolument rien, ce qui nous a beaucoup aidés. Parce que la première année à l'école de danse, on était 9 grandes stagiaires et ils en ont gardé 3 à la fin pour intégrer l'école. Et mes parents avaient vendu la maison, vendu l'entreprise, vendu la voiture pour déménager à Paris et que je sois pas interne. Pour que je sois externe et que je rentre tous les soirs. Donc je pense que s'ils avaient réellement su que j'avais eu 2 chances sur 3 d'être renvoyée, ils auraient peut-être hésité. Ouais, Mais comme ils le savaient pas, eh ben, c'est ce qui nous a aidés. Ils ont tout lâché pour que, vraiment que je sois... Parce qu'ils ne voulaient pas que je sois interne. Ils trouvaient que c'était trop jeune à 12 ans d'être... Mais c'est incroyable cet engagement de tes parents. Ça t'a pas mis un poids aussi sur toi? Parce que je veux dire, je sais pas, à 12 ans, tu réalises pas nécessairement. Mais... Non, ils me l'ont jamais fait vivre comme un poids. Ils m'ont toujours dit, phrase que je détestais entendre, t'inquiète pas, c'était ma mère, t'inquiète pas ma petite chérie, si t'es renvoyée, on retourne à Toulouse et tu reprendras tes études. Et j'étais là, non, je vais faire de la danse. Non, en fait, c'est même pas envisageable. Ça m'a parlé. Comment tu, par rapport à Lily, je me pose, ta fille, pardon, oui. comment tu gères son éducation à elle? Est-ce que tu lui dis aussi des choses qui peuvent parfois paraître dures dans la même logique Non, parce que pour le moment, j'essaye de lui inculquer la valeur du travail. Voilà, déjà. De lui faire découvrir plein de choses, parce qu'on a quand même des univers assez riches, que ce soit moi ou James. Donc, de lui faire découvrir plein de choses. Elle est très curieuse et puis elle aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, donc je la pousse là-dedans. Mais j'essaye de pas être dure. Mais bon, après, en tant que parent, évidemment, quand elle a une mauvaise note, je râle. forcément. Mais elle sera pas danseuse, on est d'accord? Non, elle sera pas danseuse. Non, elle chante plutôt maintenant. Ouais, c'est ça. Mais elle s'est intéressée quand même pas mal à ton univers. Ah oui, elle s'est intéressée. À l'âge de 2 ans, je crois, ou 3 ans, elle était déjà là dans la salle en train de regarder des spectacles et elle dormait pas jusqu'à la fin. Elle s'est jamais endormie. Wow. Et j'avais envie qu'elle comprenne pourquoi j'étais pas là le soir. Oui. Et pourquoi je lui disais, tu sais, je suis fatiguée, il faut que je dorme. Laisse-moi dormir. Voilà, c'est ça. Donc, elle est vite venue me voir. Oui. C'est quoi tes premiers souvenirs avec la danse? Mes premiers souvenirs... Le mercredi après-midi, j'allais donc faire un cours de danse dans une école de danse de quartier. Et mon premier mon souvenir qui me vient comme ça, c'était le goûter qu'il y avait. C'est-à-dire que en sortant, ma mère, on allait dans une petite supérette et on achetait les picnic break, ça s'appelait à l'époque. Ouais. C'est les petits grissini qu'on trempe dans le Nutella, là. Ouais, je vois ça. Mais tu sais que c'est marrant parce que moi, j'ai fait de la natation très jeune, à 6 ans. Et en fait, moi, le souvenir que j'en garde, c'est les chips qu'on mangeait après. C'est de la machine. Bah oui, c'est ça. Les chips Vico dégueux. C'est drôle, là, comme c'est lié à la bouffe. C'est parce qu'on est gourmand. Hein. Parce que moi, j'ai le même souvenir de la chips, tu sais, qui était la récompense quand je sortais de la piscine. Ouais, moi, c'est le pique-nique break. Tu vois, moi, j'étais sur du sucré plutôt. Moi aussi. Ah oui, non, c'était salé, c'est vrai. Et pourtant, je suis bien, bien sucré, mais bon. Comment t'as fait pour surmonter les défauts que tu trouvais chez toi? Tu parlais de tes défauts tout à l'heure. Comment tu trouves la force de surmonter ça? Alors, il y a plusieurs étapes. En plus, quand t'es adolescente. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'acceptation. Ok. La prise de conscience, ouais. On va dire. Après, il y a la mise en route du travail pour essayer de progresser. Or, quand on est très jeune et qu'on se focalise vraiment sur quelque chose, on progresse quand même très vite. Donc, je voyais dans le miroir mon corps et le mouvement qui changeait. Donc, c'est quand même assez gratifiant. Voilà. Et puis après, continuer à le travailler coûte que coûte tout le temps, parce que c'est, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, mais c'est vrai quand même. Et puis après, il y a, on va dire, quand on est plus âgé, l'acceptation de ne pas être tel qu'on rêverait d'être et de savoir accepter ses limites et d'arrêter de se focaliser dessus pour au contraire mettre en valeur ses qualités et d'arrêter de se flageller parce qu'on lève pas suffisamment les jambes ou parce qu'on aimerait faire ci mais que le corps le veut pas, parce qu'en fait le problème c'est que dans la danse il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête mais le corps est quand même limité, c'est-à-dire qu'on pourrait vouloir imaginer faire plein de choses, mais le corps ne suit pas. Donc, il faut arriver à aligner
ce que notre tête nous demande et ce que notre corps peut faire pour être à une sorte d'équilibre et pour vraiment profiter. Et en même temps, ton corps, tu as fait des énormes efforts aussi. Sur ta souplesse, je me souviens, tu m'avais raconté il y a longtemps une histoire sur la souplesse de tes pieds en particulier. Ah oui. C'était... Je faisais partie de ceux qui mettaient les pieds sous les radiateurs pour forcer le coup de pied, etc. Chose à ne pas faire, évidemment. Parce qu'après, j'ai quand même eu une fracture de fatigue au 2e métatarse. Alors, je ne sais pas si c'est lié directement à ça, mais j'imagine que ça n'a pas dû faire du bien non plus. Donc, c'est très difficile parce que il faut... la danse, c'est quand même un dépassement de soi. Se pousser à aller toujours plus loin, ne pas trop s'écouter, ne pas trop écouter la fatigue parce que sinon il y a plein de fois où on ne travaillerait pas suffisamment pour progresser et pour continuer sur le chemin qui vise la perfection entre guillemets. Et en même temps, il faut savoir ne pas aller trop loin parce que sinon c'est la blessure. Donc c'est un équilibre qui est très difficile et encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à savoir quand je travaille trop et où ça devient limite dangereux ou voilà. Mais ça c'est parce qu'on a toujours envie de se pousser à aller plus loin et à faire mieux à chaque fois. Et ce que je trouve fou, c'est que quand tu regardes un spectacle, tu vois pas. Enfin, c'est ça qui est incroyable d'ailleurs dans la danse classique, c'est que tu ne vois pas l'effort en fait. C'est seamless. Enfin, je sais pas comment dire. C'est ça, c'est le but. De donner l'impression qu'on fait rien. De donner l'impression au public qui se lève et qui peut faire la même chose. Oui, il y a quasiment là, ça. veut dire que c'est tellement gracieux que... Bah oui, mais c'est l'idée, c'est de faire en sorte que l'effort ne se voit pas. Contrairement aux sportifs, justement, il y a encore une autre différence, c'est-à-dire que nous, on a beau souffrir, il faut croire que non. On voit pas. Alors que les sportifs, c'est pas grave, on s'en fiche. Tout le travail aussi en amont des spectacles est là pour faire en sorte que on connaisse les moments difficiles et on sache comment faire pour y arriver le plus sereinement possible sans avoir trop de stress ou de je sais pas, de grimaces ou d'efforts qui se voient. Et quand vous êtes en duo, vous vous soutenez. Je me souviens, on avait cette discussion sur les soulevés pour les hommes, parce qu'en fait, l'air de rien, soulever une femme qui fait une 50aine de kilos, parce qu'en gros, c'est... Oui, c'est ça. C'est pas bien grosse, mais enfin, c'est quand même une 50aine de kilos à soulever. En fait, c'est un effort énorme. Et pourtant, pareil, quand il y a un soulevé, hop, tu sais ça... alors, on appelle ça un porté. Alors, pardon. C'est là où tu mais soulever, c'est mignon. mais ça fait un peu plus meuble. Pas tort. Non, alors les portées. Donc, alors il y a plusieurs choses. Il y a des portées qui sont très en lien avec la coordination de l'appel de la danseuse. Donc finalement, ils sont pas très difficiles. Mais il y a plein de portées qui sont justement pas à bout de bras, mais un peu au milieu, à ras du sol. Enfin, pas ras du sol, mais avec les bras pliés. Où en effet, là, c'est vraiment sur la force du garçon, parce que la fille, elle devient un poids mort. Elle peut pas donner l'appel. Alors, il y a une manière de se tenir, une manière de savoir placer son corps dans les mains du garçon pour que la grippe soit au moins agréable pour lui. Mais en effet, il faut qu'ils aient de la force. Hein. Et pour les danseuses, comment eux, ils vous soutiennent d'une manière ou d'une autre ? On se soutient psychologiquement. Ouais. Dans les regards. Exactement. Dans les regards, quand on voit, parce qu'évidemment, on a travaillé pendant un mois avec la personne, donc en plus, si on a l'habitude de danser avec cette personne, on le connaît par cœur. Et donc, on voit quand dans son regard, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le public ne le voit pas, mais nous, on le sent. Donc, on va essayer d'encourager dans ces cas-là, ou au contraire, il voit quand nous, on peine ou que c'est difficile. Et on va s'encourager, soit par des sourires, soit même par des « Allez !» comme ça. Des petits « Allez, courage !» Moi, je me souviens, alors pour la petite histoire, je suis venu te voir quand même danser à Tokyo. Et en fait, j'étais... C'est pratique, Tokyo. C'est ça, c'était pratique. Le plus simple. C'était le plus facile. Et en fait, c'était backstage. Et on voit... En fait, quand t'es à distance, tu vois moins l'effort. Ah oui. Quand t'es à proximité, tu te rends compte de... Waouh. Surtout, tu nous vois sortir en coulisses. Et puis oui, aussi. C'est ça. Et donc, c'est là où parce que là, c'est là où le public ne voit pas. Mais en coulisses, on s'affale par terre, on respire, on est essoufflé, on transpire, pour le coup, là, on fait plus semblant. C'est ça. Mais en fait, on le voit. C'est là où, enfin, je pense que on peut d'autant mieux apprécier un spectacle quand on sait l'effort qui est fait, parce qu'en fait, c'est tellement, ça paraît tellement souple, tellement, voilà, que parfois les gens n'apprécient pas à la juste valeur l'effort, entre guillemets. Ouais, enfin, c'est vrai. Ça dépend des ballets, je pense. Il y a des ballets où ça se montre plus parce que aussi l'interprétation nous permet d'aller là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple,
dans My Yearning, le dernier ballet que j'ai dansé, à la fin, on va se suicider, c'est un pas de deux, un peu du désespoir, etc. Et donc, à ce moment-là, même si on est fatigué, on peut le montrer parce que c'est pas grave, ça va rentrer dans l'interprétation du personnage. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors que par exemple, si on fait La Belle au bois dormant, même au dernier acte, le dernier pas de deux, il faut pas montrer de la fatigue parce qu'on est censé être toujours la princesse toute fraîche qui se marie avec son prince. Donc, il y a certains ballets pour lesquels on peut l'utiliser, cette fatigue, et elle va nous servir dans l'interprétation. Et pour d'autres, où il faut la masquer jusqu'au bout. Tu parles de ce ballet-là en particulier, ça me fait penser à la relation homme-femme dans la danse. C'est des imaginaires qui sont assez anciens, d'une certaine manière. Comment ce genre, il se renouvelle? Parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui ne sont pas hétéros, en l'occurrence. Oui. Et ça doit parfois être étrange pour eux, d'une certaine manière. Et il y a sans doute besoin d'un rafraîchissement, non? Alors, sais pas. moi, je pense que ce qu'il y a d'intéressant, justement, c'est que les danseurs d'aujourd'hui n'interprètent pas le même ballet de la même manière que des danseurs d'il y a 50 ans. C'est-à-dire que finalement, on se glisse dans un moule pour mieux en sortir après. C'est-à-dire que la chorégraphie est la même, les pas sont les mêmes, mais finalement, la personne qui va l'interpréter va y mettre de sa personnalité, de son vécu, de ce qu'elle voit dans la société aujourd'hui, de tout ce qu'elle a pu absorber. Et donc, un interprète d'aujourd'hui sera toujours un interprète d'aujourd'hui et il sera toujours différent d'un interprète d'il y a 10, 20 ou 30 ans. Donc, j'ai envie de dire, finalement, même si les ballets n'évoluent pas, les interprètes qui les font vivre évoluent. Donc, finalement, le ballet n'est pas le même. Parce que tout repose sur les interprètes quand même. Donc du coup, on peut retourner voir des ballets qu'on connaît déjà avec des artistes. Chaque danseur va être différent. C'est-à-dire que sur une série de 25 Lacs des Cygnes, il y aura 5 ou 6 danseuses étoiles et danseurs étoiles qui vont s'alterner sur les rôles. Si vous allez voir un jour l'un et l'autre jour l'autre, vous ne verrez pas le même ballet. Alors que ce sont les mêmes pas, la même chorégraphie, mais chacun a une manière particulière d'entendre la musique, de bouger, de respirer, un physique différent, des qualités différentes, une âme différente. Et donc forcément, ça crée des spectacles totalement différents d'un jour sur l'autre en fonction des distributions. Ah, c'est fou. Chaque danseur est unique, ouais. Ok. Comment tu fais pour maintenir ta discipline au quotidien? Bon, c'est une hygiène de vie, c'est-à-dire... Mais c'est quoi cette hygiène de vie? Ça représente quoi pour que les gens se rendent compte d'une certaine manière? Alors, dormir déjà, ça beaucoup. Ouais. Moi, je suis une grosse dormeuse. Manger équilibré, boire beaucoup d'eau. Voilà, déjà, ça, c'est les piliers. Non, pas d'alcool, évidemment. Enfin, oui. Mais ça passe sans dire. Hein. Ça, voilà. Et puis après, ça va être des hygiènes de travail, c'est-à-dire travailler régulièrement tous les jours, prendre au moins 2 jours de repos par semaine. Voilà. Après, ça évolue en fonction de l'âge et en fonction des ballets qu'on va devoir interpréter et danser. S'il y a une préparation qui est très spécifique pour un ballet parce qu'il va être très difficile, il y a beaucoup de sauts et qui donc il faut être très en forme et il va y avoir une préparation qui va être différente d'un ballet qui est un peu plus léger. Donc, arriver à s'aménager des moments où on travaille un petit peu moins et des moments où on travaille beaucoup pour équilibrer quand même, pas travailler tout le temps à fond parce que sinon, on se fait mal. Donc, tout ça, c'est de l'expérience, de la sensibilité. Voilà. Donc, c'est le travail et l'alimentation et le sommeil. Comment tu fais pour... le matin, il y a forcément des matins où t'as pas envie. Enfin, je veux dire, par définition. Oui, comme tout le monde. On a beau être dans ces étoiles. Il y a des matins où on restera bien dans son lit. Voilà. Comment tu fais pour... Alors, d'abord, écouter suffisamment ton corps pour savoir quand, effectivement, tu devrais rester dans ton lit. Je reste jamais dans mon lit, c'est ça le problème. Et du coup, c'est pour ça que quelquefois, je me fais mal. Mais... Ouais. Alors ça peut arriver, effectivement. Donc, t'écoutes pas assez ton corps? Non, j'écoute pas assez mon corps. Non, parce qu'on est toujours fatigué. Puis en plus, plus l'âge passe et avance, moins on récupère vite. Plus on est fatigué et plus c'est difficile finalement d'enchaîner des jours et des jours de répétition et des spectacles, etc. Donc, si je me poussais pas, je pense que un jour, tous les 3 jours, j'irai pas travailler presque. Donc, et c'est pas possible en fait. Donc je suis obligée de me pousser. C'est là où je dis que c'est difficile de trouver l'équilibre entre trop se pousser et pour
pour quand même pouvoir travailler, mais sans arriver jusqu'à la blessure, quoi. Mais ça fait partie aussi de la détermination, c'est-à-dire Oui. d'une certaine manière d'avoir cette rigueur et cette. Je sais pas si t'es quelqu'un d'habitude. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'habitude. C'est-à-dire que je fais toujours les mêmes choses au même endroit. Enfin, tu vois. Et en fait, si je casse ça, tu vois, par exemple, moi, je fais du sport le matin. Bon, pas du tout au même niveau. Non. Mais et si je le fais pas, il y a aucune chance que dans la journée je fasse du sport. Oui, mais je comprends. Moi, c'est pareil pour la barre. Le cours. C'est-à-dire, si je fais pas un cours le matin, après, c'est horrible de passer toute la matinée et d'attendre le milieu d'après-midi pour faire une barre. Parce qu'il y a des fois où on a des spectacles, par exemple, des jours fériés ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de cours le matin à l'opéra. Le cours, il est à 17h juste avant le spectacle. Et c'est très, très difficile de rien faire jusqu'à 15h. Et puis après, de se dire à 15h, allez, on va à l'opéra, on va prendre le cours pour se chauffer pour le spectacle. Pourtant, il y a une motivation, il y a le spectacle après. Mais moi, c'est pareil. Il faut que je fasse les choses le matin aussi. Surtout les cours, tout ce qui est un peu rébarbatif, un peu dur, il faut le faire le matin. Je suis d'accord. Première chose. Comme ça, c'est fait, quoi. Paf. Voilà, exactement. Après, la journée peut commencer. Il y a un truc que tu m'avais dit aussi que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, quand tu danses, parce qu'on pourrait se demander comment tu te souviens de tous les pas, de tous les... Et en fait, quand tu danses, ce que tu me disais, c'est que finalement, c'est ton corps qui se souvient des pas. C'est pas, en fait, tu réfléchis plus, en fait, d'une certaine manière. Ah oui, complètement. Je réfléchis plus. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire, bon, évidemment de la tête quand même, au début, mais il y a énormément de mémoire corporelle et surtout très liée à la musique. C'est-à-dire que quand je vais répéter un ballet et que ça fait, je sais pas, 2 ou 3 ans que je l'ai pas dansé, pour le premier jour de répétition, la veille au soir, dans mon lit, je me dis, alors c'était quoi la chorégraphie ? J'essaye d'imaginer. Alors j'ai des bouts qui reviennent, mais pas tout. Et le lendemain, je rentre dans le studio et on commence à jouer la musique et là, il y a tout qui revient. Aussi, la première chose, c'est que dans le lit, je suis statique, je bouge pas, donc il n'y a pas forcément le mouvement d'après qui va venir de la mémoire musculaire, mais c'est aussi la musique et la musicalité qui nous dicte les pas finalement. D'accord, donc tu suis tout comme ça. C'est très lié à la musique, ouais. Et en spectacle, on pense absolument pas à ce qu'on est en train de faire. Ah, c'est vrai ? Ah non, pas du tout. Non. Moi, non. Tu réfléchis pas ? Non, mais c'est fou. Je réfléchis pas. Je réfléchis au personnage, à l'interprétation, aux sentiments, aux émotions, mais pas au pas, non. Je réfléchis plus aux pas. Ils sont intégrés depuis un moment déjà. C'est fini. Ouais. C'est que de la mémoire musculaire. C'est que, bah oui, et je pense, c'est de la oui, il doit y avoir une mémoire quelque part, j'imagine. D'une certaine manière, ça doit arriver quelque part. Mais oui, ça, oui, j'avoue, c'est un petit mystère aussi, mais il y a vraiment, il n'y a pas besoin de penser au pas quand on est en scène, heureusement. Et c'est pour ça que sont faites les répétitions aussi, c'est pour se libérer du fardeau de devoir penser à quel est le pas qui vient après. Et en même temps, c'est bien d'avoir un peu de mystère. On va garder ça. On regarde ça. Comment tu gères le stress quand tu montes en scène ? Tu parlais d'habitude tout à l'heure. Les rituels, beaucoup, avant un spectacle. C'est quoi tes rituels ? C'est quoi les rituels ? Alors bon, le matin, petit déjeuner, puis je vais à l'opéra, je fais mon yoga. Bon, ça c'est un peu comme tous les matins. Le cours de danse, pour se chauffer, se placer, etc. Et après, en général, je choisis les pointes que je vais utiliser le soir. Donc, dans ma loge, j'essaye plusieurs paires de pointes et je choisis celles qui me semblent être les mieux. À ce moment-là. Voilà. Après, je mange, mais vers 14h30, 15h, donc assez tard. Je dors. En général, avant de m'endormir, je revois le ballet dans ma tête. Je m'endors souvent avant la fin. Normal. Tant mieux. Et après, à 5h30, je commence la préparation. Donc, d'abord le maquillage, ensuite la coiffure. Après, je reviens dans ma loge, je prépare les pansements. Je m'habille, pas avec le costume, avec le collant au moins déjà, et puis des tenues pour se chauffer. Je vais au foyer de la danse vers 18h30, 18h45. Ça dépend si mon personnage rentre tout de suite en scène ou un peu plus tard. Et après, je vais mettre le costume vers 19h15, 19h20, et puis j'essaye 2-3 trucs avec le costume, et puis à 19h30, le rideau se lève. Et en fait, le fait d'avoir un cadre si précis, j'ai pas besoin de penser. Et donc, ça me rassure. Voilà. Et ça t'enlève le stress d'une certaine manière ? Oui, ça m'enlève le stress, et puis il y a aussi d'autres choses qui m'enlèvent le stress, c'est-à-dire que je me dis qu'au pire, qu'est-ce qui se passe ? On tombe, bah c'est pas grave. On sauve pas la vie des gens. Enfin, je veux dire,
c'est pas grave. Au pire, c'est notre ego qui est pas content. Qui en prend un petit coup. Qui en prend un petit coup, mais finalement, il y a rien de grave. On est là pour du divertissement, pour donner du plaisir aux gens. Donc, je me dis, au pire, je meurs pas, personne on sauve pas des vies, donc bon, c'est pas très grave. Je tombe, je me relève, et puis voilà, je continue. C'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé dans des scènes surtout en plein air qui glissent beaucoup parce qu'il y a l'humidité qui se pose le soir sur le tapis de danse et ça glisse énormément. Mais j'ai jamais eu autant de succès que quand je tombais. Ah, c'est vrai ? Ouais, parce que le public il est hyper sympa, il a pas du tout envie de nous voir tomber, donc il compatit, il a de la peine, puis il voit aussi qu'on s'est donné au maximum et que malgré tout, il y a eu cet accident et donc j'ai jamais eu autant de succès, autant d'applaudissements que les fois où je suis tombée. Donc comme quoi, finalement, mais sans faire mal. Ah oui, non, sans me faire mal, non, oui, juste des chutes, des glissades, quoi, parce que ça glissait trop le sol. Donc ça, et puis aussi le travail qu'on a fait pendant 1 mois et demi ou 1 mois avant le spectacle, ça rassure, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a, quoi qu'il arrive, un seuil en dessous duquel on peut pas descendre, c'est-à-dire que même si c'est la catastrophe, ça pourra jamais être plus catastrophique que ça, quoi. Donc ça va. Puis ce seuil-là, c'est nous qui nous le mettons, mais le public, il le voit pas forcément. Non, bien sûr. Donc t'as des objets porte-bonheur ? Non. Pas de gris-gris. Pas de gris-gris. Pas de gris-gris. Rien du tout. Non, rien du tout. Ça arrive souvent, il y a des gens, tu sais, j'avais entendu une start-upeuse dont je tairais le nom, qui me disait que quand elle avait des rendez-vous importants, elle avait une petite culotte qu'elle mettait de manière systématique. Et donc c'était pour elle, c'était son truc, quoi. Non, moi, non. En plus, parce que les pointes, on est quand même obligé de les changer régulièrement, donc on peut pas remettre les mêmes. Je réfléchis. Non, mais par contre, c'est-à-dire que dans un spectacle, si on va garder un certain ordre, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on sort de scène, puis il y a des moments où on attend, où on change de costume, etc. Et donc le timing de tout ça, on le fait en général pour les premières répétitions en scène et quand ça file un peu, donc après Générale ou à la Générale ou dans des filages en scène. Et si le filage s'est bien passé et qu'on a fait certaines choses dans un certain ordre, on va avoir tendance à garder cet ordre-là. Ouais, d'accord. Donc mais c'est plus de la. Mais c'est plus du timing. Des timings, des habitudes, s'assurer. En fait, ça. J'ai l'impression qu'il y a une forme de. Bon, de toute façon, ça me semble assez évident, mais il y a une forme de contrôle. Ah oui, complètement. Pour être certain que voilà, il n'y a pas de surprise, c'est ça. Tout roule, exactement. tout se fonctionne. Oui. Puis pas être stressé d'être en retard ou ce genre de trucs, je déteste. Donc tu pars en avance. Ah toujours. Je suis toujours en avance, moi. En général, je déteste rentrer en retard. Je trouve que d'abord, c'est un manque de respect et je déteste me presser parce que je me sens en retard. Donc tu pars en avance. Donc voilà, toujours T'es en pas avance. vraiment du Sud, en fait. Je sais pas, c'est du respect, je trouve aussi, pour l'autre. Non, mais je comprends. Est-ce que quand tu es au milieu des interprétations, tu penses à des choses, tu penses à ta fatigue, ou tu es juste dans le rôle et tu oublies tout ? Je suis beaucoup dans le rôle et j'oublie tout. Sauf, comme je disais tout à l'heure, quand il y a des fois où la fatigue peut servir le rôle, et dans ces cas-là, je m'en sers. C'est-à-dire que je l'accueille avec plaisir et plutôt que de la masquer, comme on disait pour La Belle au Bois dormant, je la laisse venir et je me l'utilise. D'accord. Ouais. Mais en général, on est quand même beaucoup dans les personnages. Et dans la musique, on est très à l'écoute de la musique parce que la musique dicte aussi les couleurs de nos personnages malgré tout. Comment tu fais quand il y a une fausse note ou quand il y a... Parce qu'en fait, ça nous fait sourire. Parce que intérieurement. Ça, j'imagine. Mais si ton corps, il fonctionne avec la musique, ce que tu disais tout à l'heure, il peut y avoir des fausses notes. Enfin, je veux dire, les musiciens, c'est pas des machines. Mais heureusement, il y a un instrument général qui fait une fausse note. Et comme il y a tout l'orchestre qui joue, malgré tout, la base est suffisamment là pour qu'on se rende compte qu'il y a une fausse note et que ça nous fasse sourire, mais pour que ça nous fasse pas perdre le fil. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'en fait, ça pourrait être ça, tu vas dire hop, 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 hop. Non, ça nous fait rigoler. Mais ça arrive très rarement en spectacle, mais ça peut arriver. Ah, c'est vrai ? Ça arrive pas, les mecs, ils se trompent pas ? Non, rarement. Enfin, ou alors, on les entend pas. C'est-à-dire que nous, si quand on entend une fausse note, c'est qu'il va y avoir un corps solo ou un violon solo qui est au-dessus de l'orchestre. Mais je pense que s'il y avait une fausse note dans tous les violons, je suis pas sûre qu'on soit capable de l'entendre. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plusieurs musiciens. Oui, comme ça passe inaperçu. C'est ça. Non, parce que t'as jamais fait une danse avec un solo de, je sais pas, de piano Si. Mais pas de fausse note. Non. C'est leur métier eux aussi. Hein. Ouais, non mais oui, bien sûr, mais ils s'entraînent dur aussi pour pas faire de fausses notes. Non mais c'est sûr. Ouais. T'as forcément eu des moments difficiles dans ta carrière. Enfin, avant même d'aller dans les moments difficiles, je me posais la question
de cette de ce que ça représente d'être une étoile. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, bon, il y a plein de gens qui écoutent qui sont pas forcément, tu vois, des grands fans de ballet, c'est possible. Ah bah oui. Je comprends. Et en fait, ça représente quoi d'être une étoile et comment on devient étoile exactement? Alors, comment on devient étoile? Déjà, donc on a l'école de danse où c'est les petits rats et où ça, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire c'est un sport-études qui dure jusqu'à la première ou la terminale, on va dire. Moi, je suis rentrée dans la compagnie, donc on passe un concours pour rentrer dans la compagnie en fonction du nombre de places disponibles. Et ils en prennent 2 ou 3 ou 4, ça dépend des années. Donc, après, quand on intègre la compagnie, on est salarié de l'Opéra de Paris. C'est-à-dire qu'on devient professionnel, on n'a plus d'école. Donc, moi, j'ai terminé, j'avais 16 ans et 10 mois, donc j'ai arrêté mes études à 16 ans et 10 mois. Wow. Voilà. Donc, j'ai pas mon bac, je suis arrêtée en première. Ouais. Voilà, par exemple. Après, quand on est dans la compagnie, donc il y a plusieurs grades. Il y a quadrille, coryphée, sujet, premier danseur et danseur étoile. Première danseuse, danseuse étoile. Et pour monter les grades, donc il y a des concours annuels où, en fonction des postes disponibles dans le grade du dessus, il y a un concours qui est ouvert avec une variation imposée, une variation libre. Et en fonction des postes, on monte de grade ou pas. Donc moi, ça a quand même été relativement vite. J'ai fait 3 concours de quadrille, un concours de coryphée pour monter sujet, 2 concours de sujet pour monter première danseuse. Et après, j'ai été nommée étoile en 2007. J'avais 24 ans. Ah, c'est hyper jeune. Enfin, je me rends pas oui, bien c'est compte. jeune. Mais... C'est assez jeune. Oui, c'est assez jeune. Oui, c'est assez jeune. Voilà, donc danseur étoile, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand on fait un ballet comme Gisèle, et on va interpréter le rôle titre Gisèle, Roméo et Juliette, on va faire Juliette, etc., etc. Le rêve de toutes les danseuses. C'est-à-dire que oui, moi, quand j'étais en apprentissage et que j'ai décidé que je voulais faire de la danse, je voulais faire de la danse pour faire le personnage principal qui raconte l'histoire, quoi, parce que c'est surtout lui, c'est surtout eux sur qui toute la dramaturgie repose. Alors, le corps de ballet est hyper important. Il y a plein d'autres personnages autour qui sont aussi très importants. Dans Meyerling, il y a plein de personnages. Donc, il n'y a pas que le couple titre qui est important. Mais c'est quand même ceux qui ont la possibilité de s'exprimer le plus, quoi. Ouais, donc, moi, c'était ça que je voulais faire. Moi, je voulais raconter des histoires. Après, finalement, j'ai choisi la danse, mais peut-être ça aurait pu être autre chose, hein. Ça aurait pu être du théâtre ou j'en sais rien. Mais finalement, ce qui me plaisait le plus dans la danse, c'est pas tellement la danse, c'est de pouvoir raconter des histoires. Ah, c'est vrai. Ouais. Oui. Ah, c'est fou. Ah, oui. C'est ce que j'adore. Donc, quand on est danseur étoile, on fait le rôle titre. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que on a un statut. Qu'on est censé représenter évidemment à l'opéra, donc il faut avoir c'est pas parce qu'on est danseur étoile à 24 ans qu'on mérite toujours d'être danseur étoile à 41 ans, comme je oui, c'est ce que je me disais aussi. Oui, donc il faut prouver, pas prouver, mais il faut toujours être légitime pour ce poste, parce qu'on peut pas être rétrogradé. Une fois qu'on est danseur étoile, on l'est. On l'est jusqu'à la retraite. Mais non, du coup, je me demandais. On peut pas être rétrogradé. Même dans les autres grades, c'est pareil. C'est-à-dire quadrille, coryphée, sujet. Une fois qu'on a atteint un grade, on peut pas être rétrogradé. Mais j'imagine, admettons, un danseur ou une danseuse étoile qui fait une dépression, qui est plus du tout au niveau. C'est pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire, s'il est en dépression, il a arrêté. Et quand il revient, justement, c'est ça l'enjeu. C'est qu'il faut revenir au niveau de danseur étoile. Mais tu peux pas te faire saquer par, je sais pas, je dis ça, je sais rien. Tu sais, par les chorégraphes qui disent, non, t'auras pas ce rôle, ou je sais pas comment ça fonctionne en fait. Non, parce qu'il y a quand même, les directeurs sont quand même bienveillants. S'il y a quelqu'un qui a des gros problèmes, il va l'aider à reprendre aussi doucement. C'est-à-dire que ça va être une discussion sur quoi tu veux reprendre, dans quel ballet tu te sens bien. On n'est pas obligé de reprendre par un ballet en 3 actes hyper difficile. Il y a plein de petits ballets de soirée où il y a des petits ballets d'une demi-heure, par exemple, qui se suivent. Ça peut être très bien une soirée de reprise pour quelqu'un qui n'a pas dansé depuis un moment, ou même quand on a une grossesse, qu'on part pour faire un enfant. Quand on revient, c'est pareil. Mais quand on revient, il y a toujours quand même cette idée de revenir au top, quoi, parce qu'on est censé représenter un grade et il faut faire rêver les jeunes. Et c'est nous, c'est un peu, comment dire, on est un peu les panneaux de signalisation, quoi. C'est-à-dire que le chemin, c'est par là qu'il faut aller. Il faut qu'on soit des exemples pour les jeunes, pour que
ils aient envie et qu'ils se projettent sur quelque chose qui est beau, qui est travaillé, qui est réfléchi et qu'ils aient... Enfin, il faut inspirer les jeunes. Moi, ce sont des danseurs et des danseuses étoiles qui m'ont inspirée quand j'étais jeune. Et maintenant que je suis à cette place-là, je me dois d'inspirer les jeunes aussi. Donc, il y a cette dimension-là de... Après, bon, tout le monde ne pense pas comme ça, mais moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que je sais à quel point c'est hyper important d'avoir des exemples. Ouais, en fait, c'est le rôle que tu t'assignes toute seule, mais en même temps, il y a vraiment cette histoire, ce que tu racontais, de raconter des histoires. Ouais. Donc, tu aurais pu être prof aussi, peut-être. Non, mais j'en sais rien. Pourquoi il raconte des histoires, le prof? J'espère. En fait, c'est les meilleurs à raconter des histoires. Oui, c'est vrai. Je pense. Oui, c'est vrai. Comment tu gères... c'est vrai, comment tu décides et comment tu gères une grossesse quand tu es danseuse étoile? Parce que, en fait, ça... Pour toutes les femmes, j'imagine que c'est quand même un challenge parce que ton corps se transforme, etc. Mais encore plus quand tu es sportive, danseuse étoile. C'est-à-dire que c'est un enjeu monumental, en fait. Bah, c'est un enjeu monumental dans le sens où on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est-à-dire qu'on va vers l'inconnu dans le sens où on ne l'a jamais vécu avant, donc pour un premier enfant. Donc, on ne sait pas comment notre corps va réagir. Après, il y a évidemment on s'arrête dès que ça commence à trop se voir ou si on est trop fatigué, etc. Ça, pour ça, ils sont très, très cool, les directeurs et les directrices. En général, ils écoutent. C'est-à-dire que si on veut arrêter, ils nous laissent tranquilles. Ils nous disent « Ok, pas de problème, je te distribue pas. » Parce que normalement, on est quand même censé avoir que je sais pas, c'est combien 3 mois de congé maternité? Ouais, c'est 3 mois. 3 mois, voilà. Bon, nous, en fait, on n'est pas en congé maternité, juste si on n'est pas distribué. Ah oui, d'accord. Oui, parce que 3 mois, ça serait pas suffisant. Sauf qu'à 5 mois, on peut pas faire un spectacle parce que le ventre, ça se voit, à moins de faire un rôle de femme enceinte, ce qui n'existe absolument pas. C'est dommage. Non, si, dans My Yearling, il y a un moment donné où elle est enceinte, mais seulement un moment. Donc, ça serait compliqué. Alors, tu retournes. On change de danseuse. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est oui. Donc, il y a un moment donné, on est quand même obligé d'arrêter de plus faire les spectacles quand ça se voit trop. Et après l'accouchement, il faut le temps de pouvoir revenir en forme. Et puis, ça dépend de chacune. C'est-à-dire que tout le monde est différent. Tout le monde a des corps plus ou moins faciles. Voilà. Donc moi, j'ai eu de la chance d'être je suis quand même quelqu'un d'assez tonique naturellement, plutôt plutôt musclé et justement, il faut travailler la souplesse. La grossesse m'a donné un peu plus de souplesse. Ah, aux hanches? Oui, aux hanches. Donc pour l'en dehors ou même pour lever les jambes, ça a un peu, je pense, écarté quand même le bassin un petit peu. Donc j'ai récupéré en souplesse et j'étais là, waouh, ça c'est cool. Et comme j'étais quand même quelqu'un d'assez tonique, naturellement, ça c'est revenu quand même assez vite. Donc j'ai accouché en mars et j'ai dansé en juillet au Japon. D'ailleurs, je pense que c'était pas les spectacles. Non, parce que moi je suis venu te voir en janvier. Ah, donc c'était pas ça. Non, c'était pas la même chose. C'était pas ça. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, 5 mois après. J'étais sur scène. Rapide. Ouais. Et voilà. Et donc, comme en juillet, là, c'était fini la saison à l'opéra, j'ai repris à l'opéra officiellement en septembre. Okay. Mais bon, j'avais fait les spectacles avant au Japon, donc c'était bien. J'avais pu faire un peu de scène ailleurs que chez moi avant de revenir. C'est bien aussi. T'as des conseils, je sais pas si c'est des conseils, mais d'exercices pour les femmes qui veulent récupérer après leur grossesse, justement? On doit t'en demander tout le temps, j'imagine. Non, pas forcément. Évidemment, de faire une très bonne rééducation de périnée. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, je dirais que le yoga, c'est pas mal pour commencer, tranquillement. Voilà, sans trop forcer, mais pour rebouger un peu son corps, ressentir un peu son corps et les changements quand même qu'il a pu y avoir. Bien voilà, sûr. donc ça peut être intéressant. Et puis après, ça dépend quel sport elles aiment bien. Hein. Ouais, je dirais, mais se remuscler gentiment, un peu d'abdominaux, de choses comme ça pour tonifier la ceinture abdominale quand même. Oui, mais avant, en même temps, j'imagine, tu as fait beaucoup de sport. Enfin, je veux dire, ton métier, c'est faire du sport. Donc, en même temps... Donc, tu as préparé ton corps aussi avant. Oui, voilà, j'ai préparé. C'est-à-dire, pendant, je continuais un peu à faire des barres, mais pas tout le temps, parce que en plus, après, j'avais un diastasie, c'est les abdominaux qui s'écartent. C'est-à-dire que... oui, voilà. Parce que trop tonique, justement, je pense déjà. Enfin, voilà. Donc, et d'ailleurs, ça s'est assez consolidé, mais
j'ai un petit endroit où ça s'est pas refermé vraiment. Complètement. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des. C'est la vie, quoi. Voilà, c'est les marques de la vie. des marques de la vie, exactement. Bah ouais, non, mais c'est bien, il faut les aimer, ces marques. Ah bah moi, je les aime. Bah ouais, il faut. Ceci est la fin de la première partie. Je vous donne rendez-vous dans un deuxième épisode. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.